Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, bienvenue à tous pour cette nouvelle semaine qui est pour nous un vrai bonheur de vous retrouver tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, un vrai bonheur de vous retrouver, je le confirme. Alors, pour ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, je vous incite bien entendu à vous abonner. Vous verrez qu'il y a un petit pansement ici. Je ne suis responsable de rien. Non, je vous le n'êtes dis. responsable de rien. Voilà, non, voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité, Philippe non, David. Non, je dirais pas tout, mais c'est une mauvaise chute ce week-end. Et une mauvaise chute sur un rouleau à pâtisserie ou Ouais, non, dans un escalier. Ouais, et on peut savoir pourquoi on tombe dans un escalier, à quelle heure surtout, et dans quelles circonstances. Est-ce que c'est le samedi soir? Est-ce que vous êtes seul ou accompagné? C'est le samedi soir, vous avez raison François. Seul ou accompagné? J'étais accompagné, mais je suis tombé tout seul. Oui, oulala, déjà vous commencez dans l'ambiguïté là ça va pas. Le flic là, tu fais quoi? On sort dans l'ambiguïté qu'à ses dépens. Oui, cardinal de Retz, bien Absolument. sûr. Vous n'êtes pas tombé dans les bras de quelqu'un? Non. Non, quelqu'un a essayé de me rattraper. Quelqu'une ou Quelqu'un a essayé de me quelqu'une. rattraper, mais comme il y a quand même un peu de masse. Comme par hasard, elle n'a pas réussi. Son surnom n'est pas Schwarza. Est-ce qu'il y avait une volonté? Est-ce que cette quelqu'une ne vous aurait pas poussé? Non, pas du tout. Oups, la boulette. Ça va, mon amour. Voilà, en tout cas, tout va bien. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Allez, sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. L'auteur de l'attentat de Mulhouse, un Algérien sous OQTF, n'avait pas pu être expulsé. L'Algérie avait refusé plusieurs fois de le délivrer et un laissez-passer inacceptable pour plusieurs responsables politiques qui en appellent à faire pression sur l'Algérie en renégociant les accords migratoires de 1968. Alors parlons vrai, faut-il aller au bras de fer avec Alger? À cette question, faut-il remettre en cause l'accord de 68 avec l'Algérie? Vous dites oui avec un score de 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Patrick Stefanini, sera avec nous, représentant spécial sur l'immigration du ministère de l'Intérieur. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. 3 ans de guerre, 3 ans d'invasion russe en Ukraine. Beaucoup de dirigeants se retrouvent à Kiev, mais Emmanuel Macron est à Washington pour rencontrer Donald Trump. Il veut tenter d'infléchir sa position en plein rapprochement russo-américain. Alors parlons vrai, est-ce que Macron peut changer la vision de Trump sur le conflit en Ukraine? Et à cette question, rencontre avec Trump, la France a-t-elle encore du poids sur la scène internationale? Ce n'est plus 96, mais c'est à 97% que vous dites non. Vous voulez réagir encore et toujours. Le 0826 300 300. On peut pas dire que nos auditeurs sont très cocorico. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, comme tous les jours, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, chers amis. Merci pour ces petits gâteaux, Philippe. Oui. Alors que nous sommes en plein préparation de maillot de bain, je vous remercie beaucoup pour cette douceur. C'est vrai que Philippe Bilger en met pas. Hein. Il était au Cap d'Agde de Oui, week-end dernier, on le rappelle. Non, je vais essayer de trouver une autre métaphore. Tu sais très bien que les beaux jours reviennent, tu vas avoir droit au Cap d'Agde. Françoise Zaboul est avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national du syndicat Unité. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Philippe Bilger, je voulais juste vous dire que il y a beaucoup de gens qui ont dû vous chercher ce week-end au Cap d'Agde parce qu'on vous a fait une pub de ouf. Vendredi, on a parlé. Hein. Vendredi, on a parlé que de ça. Il paraît que j'ai été remplacé par quelqu'un de pétillant. Absolument. Et là, Daniel Evenou. j'aurais été ravi de la voir. Je me souviens de Marie feuilleton. Pervenche. Vous avez beaucoup Marie aimé. Pervenche. Eh bien, écoutez, nous la. Elle était l'épouse vous sentez la d'un petite- socialiste que j'aimais bien. Vous sentez la légère touche d'angoisse quand même. J'ai été remplacé. Là, cette idée d'être remplacé, quelque chose qui est le Non, grand parce remplacement. elle s'est assise sur son siège. Sa place, le grand remplacement de Philippe Bilger, c'est Il y a terrible. une odeur délicieuse. Ouais, il y a- C'est Daniel Evenou. Ouais, elle est charmante et elle Elle a l'air gentille comme tout. c'est un amour. C'est un amour et en plus elle est drôle, ce qui ne gâche rien. Avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, Xavier est avec nous de Floirac. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Comment ça va Xavier? Eh ben ça va super, on est lundi, c'est le début de semaine, on a la pêche. Eh ben voilà, c'est très bien. En revanche, vous êtes un petit peu chiffon, j'ai envie de dire, sur la décision d'Ursula von der Leyen de débloquer 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous gêne?
Ça me gêne parce que c'est pas son argent, alors c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres, surtout pour faire la guerre quand on n'y va pas au front pour tuer, se faire tuer. Et voilà, c'est ça le drame, c'est qu'on a des gens aujourd'hui comme en Europe qui ne sont pas élus, qui débloquent des milliards d'euros qui proviennent des impôts des contribuables européens pour faire la guerre par procuration contre l'Ukraine, sans avoir reçu un aval démocratique. Et par ailleurs, c'est complètement à contre-courant et à contre-temps, parce qu'on voit que actuellement, ça se joue entre Poutine directement et Trump sur les négociations, puis par leurs émissaires, Marco Rubio, Sergueï Lavrov, et on voit que finalement, la guerre, elle est en train d'être négociée. Enfin, la fin de la guerre. Elle se joue pas avec l'Europe, c'est ce que vous voulez dire. Elle se joue pas du tout avec l'Europe, faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et donc eux, juste en parallèle, on voit des Européens non élus qui disent nous on soutient l'Ukraine jusqu'à la mort, on va se battre jusqu'à la mort. Et nous les Français, qu'est-ce qu'on veut? On veut se battre jusqu'à la mort? Peut-être pas, peut-être que nous les Français, on est peut-être un peu au-dessus de tout ça, on a peut-être envie d'en sortir de cette histoire de guerre. Et puis je terminerai pour citer quand même, parce que j'aime bien sortir une petite citation de temps en temps. Arrêtez, on dirait Philippe David. Allez-y. Oui. Mais celle-là, elle me fait plaisir. C'est Jean Jaurès qui avait dit « Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, mais beaucoup d'internationalisme y ramène. » Et je pense qu'on devrait y revenir à la patrie et à l'intérêt de la France. Allez, petit tour de table, Philippe Bilger. Alors, d'une part, je rejoins le fait que ces décisions sont prises, évidemment, de manière non démocratique, on le sait bien. Deuxième élément, je ne peux pas m'empêcher, en ce qui me concerne, d'avoir encore un petit espoir, on en parlera tout à l'heure, sur la visite d'Emmanuel Macron auprès de Donald Trump. Et je ne peux pas ne pas ressentir un peu d'apitoiement pour ce président Zelensky que tout le monde est prêt à abandonner. Françoise de Gaulle. Oui, enfin, Ursula von der Leyen, elle est patronne de la Commission, mais la réalité, c'est que si elle débloque 3,5 milliards, c'est qu'elle a le feu vert du Conseil de l'Europe. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pas elle toute seule dans son bureau qui décide, je donne 3,5 milliards. Ça veut dire que c'est des chefs d'État élus démocratiquement, qui lui disent ok, on fait ça. Le deuxième point, qu'est-ce que vous voulez? Moi je veux bien qu'on s'enchante, ce qui n'est pas votre cas, mais j'entends tellement de commentaires sur c'est merveilleux, on va avoir enfin la paix grâce à Poutine, mais c'est pas une paix, ça, c'est une capitulation de l'Ukraine. La capitulation de l'Ukraine, ça signifie de grands désastres à venir de toute façon pour le reste des pays. Et moi je pense que l'Europe a tout à fait raison véritablement de réengager et de tenter. Il est hors de question que l'Europe ne soit pas dans ces négociations, et il est hors de question d'accepter une capitulation de Volodymyr Zelensky. Ça n'est pas possible. Au mieux, c'est le feu. C'est le feu, mais là on est sur la capitulation. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. En même temps, quand il y a une guerre, à un moment donné, il faut une sortie de crise. Non, mais il faut sortir. Qu'est-ce qui nous échappe? Il nous échappe rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux, entre les dirigeants. On sait très. Il y a aussi des milliards d'euros qui partent à gauche et à droite. On n'a aucune vue dessus. On ne sait pas où ils partent vraiment. Est-ce qu'ils vont sur le front vraiment? Tout ça, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir faire une sortie de crise. Mais ça ne peut pas être par la capitulation du pays qui est agressé avec la force. Est-ce qu'on parle de capitulation? Et pour l'instant, c'est la capitulation. La vraie question, c'est est-ce que nous, on est invités? En fait, c'est ça la vraie question. On s'en fout, on met le pied dans la porte. On s'en fout, mais on voit bien en même temps qu'on n'est pas invités. Et en ce sens, moi, je pense que là-dessus. Non, mais il y a deux sujets. Il y a la négociation et donner 3,5 milliards. C'est pour ça que c'est. Les 3,5 milliards, on continue à aider l'Ukraine. Et moi, je pense que c'est très important. D'ailleurs, en préparant l'émission, Cécile regrettait qu'on lui ait pas donné à elle les 3,5 milliards. Vous en auriez donné la moitié? Écoutez, c'est une proposition que je fais. Après, vous pouvez changer d'avis. Vous m'auriez donné un peu? Non. Merci. Pas tout de suite. Vous êtes encore vivant. Xavier, merci beaucoup pour ce sujet très intéressant, bien entendu. C'est elle qui t'a poussé dans l'escalier. Non, j'ai pas eu cette chance-là. Non, je plaisante, bien entendu. Dans un instant, la suite de cette émission. Xavier, vous êtes notre vraie voix du jour, bien entendu. Vous restez avec nous. Le réquisitoire du procureur, absolument, dans un instant. Alexis Kohler. On en parle très vite. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Au théâtre de cette gentille table, enfin je dis gentille parce que on n'a qu'au début de l'émission, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi et Philippe David, bien entendu. Dans un instant, le réquisitoire du procureur et dans un instant aussi, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. On va parler d'Emmanuel Macron. Il est dans le bureau Oval cet après-midi. Il est en ce moment même pour rencontrer Donald Trump. De l'Allemagne qui veut s'affranchir de la tutelle des États-Unis. On va parler aussi du procès Le Squarneck qui s'ouvrait aujourd'hui à Havane. Et puis de ces arrestations, de ce coup de filet suite à l'arrestation de Mohamed Amra ce week-end. Gérald Darmanin vient de faire le point, 24 gardes à vue dans cette affaire. Puis pour faire une petite blague, si Emmanuel Macron est dans le bureau Oval, espérons qu'il ne tourne pas en rond. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu. Tout de suite, le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, votre réquisitoire est sur Alexis Kohler. Est-il bankable pour aller à la Société Générale ? Apparemment, on a annoncé à plusieurs reprises le départ d'Alexis Kohler depuis des années parce que certains considèrent que son rôle auprès d'Emmanuel Macron est beaucoup plus négatif que bienfaisant. Là, il semble enfin que le départ semble programmé et qu'il voudrait aller à la Société Générale si l'instance, la commission qui va décider, considère qu'il peut y aller sans qu'il y ait un conflit d'intérêts. Je pense que Alexis Kohler, évidemment, a perdu naturellement de son aura en même temps qu'Emmanuel Macron a perdu de son pouvoir. Et donc cet être qui ne manque pas d'une certaine conception élevée de lui-même doit s'estimer un peu inutile, et le fait qu'on ne vienne plus le voir comme on le faisait à une certaine époque doit le conduire à se juger un peu démobilisé, et ce serait pas étonnant qu'il parte. Françoise Degois. Oui, alors après, Alexis Kohler, il fait des calculs. Hein. Tant qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, il est bankable. Donc moi, je ne pense pas que c'est parce qu'il est démobilisé et qu'on passe pas le voir, parce qu'il est quand même toujours le tout-puissant secrétaire général de l'Élysée. Même s'il y a beaucoup de clans, vous avez l'aile Madame, vous avez tous les gens qui sont proches de Brigitte Macron. C'est pas les mêmes que ceux qui vont. Il y a une géopolitique de l'Élysée qui est assez délirante. Emmanuel Kohler, il se dit, je suis encore bankable. Donc c'est maintenant Alexis Kohler. Mais ça va être très intéressant, le remplaçant. Vous savez, ça balance entre deux personnes. Emmanuel Moulin, ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal, ancien directeur du Trésor, ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, et Pierre-Alain Imbert. Alors lui, ambassadeur en Australie, lui vient de la gauche, ancien directeur de cabinet de Michel Sapin. Il est sur les rangs. Lui aussi. Les deux sont. C'est surtout Imbert d'ailleurs qui est sur les rangs. Ça va être très intéressant de voir quel profil va choisir Emmanuel Macron. La gauche ou la droite. Et on ne parle plus de l'ancien ministre de l'Agriculture, là. Non, de Normandie, il continue à dire non. Je sais qu'il en rêverait, Emmanuel Macron, mais je crois que Julien de Normandie ne veut pas. Jean-Christophe Couvi. Non, mais moi je suis un observateur, je regarde ça et je me dis qu'après tout, le pouvoir ça use aussi. Et donc des fois on a besoin aussi de se ressourcer ailleurs, on a besoin d'aller voir autre chose. Et peut-être que, écoutez, si bankable comme on dit pour la Société Générale, bon vent belle-mère. Hein, après, quand on a quand même été dans les réseaux et des coups, j'allais dire. Je suis d'accord, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué, mais même être, je veux dire, on est au milieu de tout ce qui se décide dans la France et dans le monde. Je sais pas comment il fait pour aller dans une banque. Je pense qu'après, avoir peut-être une vision internationale, c'est aussi un plus peut-être pour une banque. Voilà. Avec un tweet très drôle de Jérôme Carviel ce week-end. Je vois que le projet de Gérald Darmanin de regrouper les plus gros délinquants en un seul endroit avance. Je ne savais pas qu'il avait trouvé le lieu et prévu de les regrouper à la Société Générale. Celui-là, il est vraiment fabuleux. Il en a fait un deuxième en disant la boucle est bouclée. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour, Jérôme. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont tutelle, procès et arrestation. 3 ans de guerre en Ukraine aujourd'hui. Emmanuel Macron rencontre Donald Trump à la Maison-Blanche en espérant infléchir son tropisme pro-russe. Pendant ce temps, le futur chancelier allemand entend s'affranchir de la tutelle des États-Unis. Un procès hors norme vient de s'ouvrir à Vannes, celui de Joël Le Squarneck, cet ancien chirurgien anesthésiste pédophile. 299 victimes recensées, la plupart mineures au moment des faits. Et puis Gérald Darmanin espère un retour de Mohamed Amra dans moins de 10 jours après son arrestation en Roumanie. 24 gardes à vue suite à ce nouveau coup de filet dans l'enquête sur l'évasion qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires il y a 9 mois à Incarville. Les vraies voix Sud Radio.
Alors j'aimerais vous dire que c'est un document exclusif. Bon, ce serait un peu exagéré malheureusement. Voici, mesdames et messieurs, ce qu'Emmanuel Macron est en train de dire au président Trump dans son bureau à Washington. Tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine ? Alors non, j'ai pas caché un micro Sud Radio sous son bureau ovale. Les followers assidus d'Emmanuel Macron auront reconnu évidemment la vidéo TikTok où il nous teasait ce qu'il comptait dire à son homologue américain. C'était il y a quelques jours. 3 ans de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, un président Trump qui lâche un peu l'Ukraine en lorgnant sur ses minerais, en traitant son président Zelensky de dictateur. Et dans ce contexte, au lendemain des élections en Allemagne, un futur chancelier chrétien-démocrate, Friedrich Merz, prêt à s'affranchir de la tutelle des États-Unis. Après les déclarations de Washington la semaine dernière, il est clair que nous, Européens, devons maintenant être en mesure d'agir très rapidement. Les Européens doivent organiser très rapidement leur propre capacité de défense. C'est une priorité absolue dans les semaines à venir. C'est pourquoi j'ai eu un long entretien téléphonique avec Emmanuel Macron hier soir. Il était déjà en route pour Washington. Nous avons parlé des sujets qu'il souhaite aborder avec le président américain et j'ai constaté qu'il y avait un accord total entre ce qu'il veut dire et ce que je pense sur le sujet. Friedrich Merz, dont la CDU est arrivé en tête aux élections allemandes, devant l'extrême droite AfD à plus de 20%, déroute historique pour les sociodémocrates du chancelier sortant Olaf Scholz. Reste à négocier pour former une grosse coalition gauche-droite, mais en tout cas ce revirement allemand sur le rapport aux États-Unis, eh bien c'est historique, réagit sur Sud Radio l'ancien commissaire européen Thierry Breton. L'Allemagne est le pays, s'il y en a un, qui s'est mis, juste après-guerre, sous dépendance quasi totale des États-Unis d'Amérique pour sa défense. Et souvenez-vous, combien de fois nous avons dit à l'Allemagne, il faut maintenant être plus autonome, plus indépendante. Et l'Allemagne était sous cette dépendance. Friedrich Merz, l'un de ceux qui a été les plus atlantistes, il a compris. Et avec lui, toute l'Allemagne a compris que désormais, eh bien, c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait. Thierry Breton ce matin avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. C'est le plus grand changement depuis la chute du mur. Je pense que je n'ai jamais entendu. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je regardais ça, je ne parle pas d'allemand, mais heureusement, il y avait la traduction hier soir. Même Merz a dit, il a expliqué ça, il a dit, je ne pensais pas un jour que je dirais ça sur une chaîne de télévision publique. C'est-à-dire que c'est un revirement absolument total. Et c'est surtout, à mon avis, le retour du franco-allemand, vraiment du couple franco-allemand. Et voilà, la bêtise de Donald Trump. La conséquence de Trump. Le manque d'intelligence, en réalité, humaine de Trump, de Vance, etc. C'est que en venant faire ce qu'ils ont fait sur le sol européen, notamment à Munich, d'abord, ça n'a pas ramené une voix de plus à l'extrême droite, il faut quand même le dire. Elle reste à 20, comme elle a toujours été dans les sondages depuis des mois et des mois, Lise Vedal. Et en plus de ça, si vous voulez, ça ressoude les Européens. Il faut être un peu bête, mais tant mieux. Oui. Philippe Bilger. Non, mais c'est la conséquence de la manière dont Donald Trump a méprisé l'Europe. Et Vance. Le discours de Munich, ça fait naître des anticorps dans l'électorat allemand. Après la Deuxième Guerre mondiale, les deux porte-avions, j'allais dire, américains en Europe, c'était la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ce que fait Donald Trump, effectivement, ça va peut-être réveiller l'Europe. Et peut-être, parce qu'on regarde justement les traités, quand il y a Poutine et Trump qui discutent tous les deux de l'avenir de l'Europe, en fait, ils font leur Yalta à deux, tranquillement. Et on voit qu'ici, nous, on n'est pas invités. Donc en fait, il nous remet à notre place, en fait, en disant vous êtes là juste pour consommer, les Européens, et surtout ne décidez de rien, on décide pour vous. C'est pas notre place, à un moment donné, et à un moment donné, je pense que justement, ça va nous servir. Allez, le deuxième mot, procès, celui de Joël Squarneck, qui vient de s'ouvrir à Vannes. Incroyable. L'ancien chirurgien reconnaît la plupart des viols et des agressions sexuelles qui lui sont reprochés sur 299 patients mineurs. Pour la plupart, il faut dire qu'il consignait scrupuleusement la plupart de ces méfaits pédophiles dans des carnets. Il sévissait en général lorsque ces jeunes victimes étaient endormies sous anesthésie ou en phase de réveil. Le tribunal était trop petit aujourd'hui. À Vannes, il a fallu réquisitionner des amphithéâtres de l'ancienne université à côté. Ce matin, des manifestantes se sont rassemblées sur place. Parmi elles, Patricia Lorcy, membre du collectif Nous Toutes. Ça peut changer aussi le cours des choses, je pense, sur le silence. Je pensais au silence dans les familles, mais il y a le silence aussi dans les lieux médicaux, dans les salles de garde, etc., les urgences. J'étais infirmière, donc je sais de quoi je parle. Il y a des silences et des chapes de plomb là, qui existent depuis longtemps. Lié aussi à la hiérarchie, parce qu'il faut savoir que M. Le Squarneck, quand même, c'était un médecin spécialiste. Il y a quand même des mandarins dans le milieu médical devant lesquels on ne dit rien, on ne fait rien. Et à ce niveau-là, il faut que les choses changent aussi.
Propos recueillis par l'agence France Presse. Alors certaines de ces manifestantes protestaient aussi contre la présence de l'ordre des médecins sur le banc des parties civiles, alors qu'elle lui reproche de ne pas avoir empêché la reprise des activités du chirurgien lors de sa première condamnation pour détention d'images pédopornographiques. C'était dans les années 2000. Et ensuite, 3e mois, arrestation. Gérald Darmanin espère un retour de Mohamed Amra d'ici moins de 10 jours. L'arrestation du narcotrafiquant avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires au péage d'Incarville dans l'Eure il y a 9 mois. Donc après cette traque, il a été arrêté finalement en Roumanie ce week-end. Et un nouveau coup de filet a eu lieu aujourd'hui et ce matin en France, au Maroc. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, vient de faire le point. C'était il y a quelques minutes. En plus de M. Amra, il y a 24 gardes à vue au moment où nous parlons, opérés par les magistrats pour non seulement que M. Amra réponde de ses actes. J'espère que dans quelques heures, dans quelques jours, dans moins de 10 jours, puisque la Roumanie aurait donné son accord pour le retour de M. Amra en France, nous puissions le présenter devant des magistrats français, mais que l'ensemble de l'équipe qui a réussi à l'aider dans son évasion et qui sont aussi responsables évidemment des méfaits que j'ai pu dénoncer, puissent y répondre. Donc ces 24 gardes à vue, c'est une démonstration que c'est pas simplement M. Amra, mais toute l'équipe qui aurait été interpellée. C'est une très bonne chose pour l'autorité de l'État. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, au micro de l'AFP. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur l'attentat de Mulhouse qui relance le débat sur les expulsions et les accords migratoires avec l'Algérie, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il taper du poing avec l'Algérie? Et à notre question du jour, faut-il remettre en cause l'accord de 1968 avec l'Algérie? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Patrick Stefanini sera avec nous dans quelques instants, représentant spécial sur l'immigration du ministère de l'Intérieur. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vraie Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est un plaisir d'être avec vous tous les jours de 17h à 19h avec autour de cette table Philippe Bilger qui était avec nous, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi et vous au 0826 300 300. Bienvenue à tous avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir. Tout de suite le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. L'enquête après cet acte terroriste commis hier après-midi à Mulhouse. Un homme de 37 ans, vous le savez, sous OQTF, a mené une attaque au couteau devant un marché de la ville. Il avait été présenté 10 fois aux autorités algériennes pour que nous le renvoyions chez lui. Donc moi je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Et les 10 fois, la réponse a été non. Pour moi, c'est parfaitement clair, c'est inacceptable. Et on va augmenter considérablement le taux d'exécution des OQTF. L'auteur de l'attentat de Mulhouse, donc un Algérien sous OQTF, n'avait pas pu être expulsé. L'Algérie avait refusé plusieurs fois de délivrer un laissez-passer. Inacceptable pour plusieurs responsables politiques qui en appellent à faire pression sur l'Algérie en renégociant les accords migratoires de 1968. Alors parlons vrai, est-ce que la France doit revoir de fond en comble ses relations avec l'Algérie? À cette question, faut-il remettre en cause l'accord de 68 avec l'Algérie? Vous dites oui maintenant à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et il est à la base, c'est ce qu'il a dit il y a quelques moments, l'accord de 1968 avec l'Algérie. Pour en parler, Patrick Stefanini est avec nous, représentant spécial sur l'immigration du ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Stefanini ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est notre grand spécialiste de l'immigration, si j'ose le dire, à droite. Et il y a deux choses. D'une part, je crois qu'aujourd'hui, il y a véritablement un consensus pour remettre en cause les accords de 68. Mais d'autre part, je note que le ministre de l'Intérieur est obligé, et on le lui reproche parfois, de s'occuper de ce qui, évidemment, ne relève pas directement de sa compétence, tout simplement parce que, me semble-t-il, le ministre des Affaires étrangères est au moins superficiellement inexistant dans cette affaire et que le président de la République ne fait rien. Et donc, certes, il faut un rapport de force, mais on peut le mettre en œuvre si l'autre partie demeure sur son quant à soi en refusant toutes nos demandes. Je ne vois pas comment on peut en sortir.
sortir. Je pense qu'on n'en sort qu'un dialogue de haut niveau. La seule personne qui peut en sortir, je pense que Patrick Stefanini connaît tellement bien les arcanes du pouvoir. Il est spécialiste de l'immigration à droite, mais la gauche entend aussi ce que dit Patrick Stefanini, parce qu'il arrive souvent à être assez juste, une forme de jugement de Salomon. Donc je referme la parenthèse. Je dis juste que la seule personne qui peut régler cela, c'est un dialogue de haut niveau entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pourrez passer votre vie, le régime algérien depuis 62. De toute façon, ce régime algérien utilise aussi la France comme comment dirais-je, les récriminations contre la France comme une véritable arme de politique intérieure. Hein. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que ce régime a tout raté. Ce régime s'en met plein les poches, ne développe pas son pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je pense que ça ne passe que par un dialogue de haut niveau entre Emmanuel Macron et le président Tebboune et un accord. Et évidemment, pour moi, l'immigration ne peut pas être traitée uniquement par la place Beauvau. Il faut que ça passe par le Quai d'Orsay. C'est pas possible autrement. Jean-Christophe Couvi. Moi, j'ai plagié les mots du général de Gaulle quand en fait il est arrivé au pouvoir. Il a dit l'Algérie, c'est un problème vieux de 130 ans. Aujourd'hui, c'est un problème vieux de 195 ans. Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui, nous sur le terrain, on fait le boulot. Là, pour cette affaire-là, les policiers avaient interpellé cet individu, tout a été fait, la justice avait été prononcée, etc., etc. Donc en fait, on a une impasse. Et effectivement, dans cette impasse-là, il faut qu'on trouve des solutions. C'est aux hommes politiques de trouver des solutions, puisque c'est pour ça qu'ils sont élus. Nous, encore une fois, tout ce qu'on demande, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit bien qu'Algérie, il y a ce jeu un peu d'amour, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, depuis plus de 100 ans, justement, on se cherche. Et il y a une certaine bagarre idéologique. Aujourd'hui, il faut en sortir parce que, encore une fois, nous, on ne peut pas protéger les citoyens avec les lois qu'on a à notre disposition. Voilà, on est bloqué. Il y a d'autres pays, moi je compare par exemple la Tchéquie. L'autre jour, je discutais avec des collègues tchèques. Quand un immigré clandestin arrive en Tchéquie, il est mis dans un centre fermé le temps d'instruire son dossier. Et donc, il ne peut pas se balader dans le pays comme il veut, comme nous on fait aujourd'hui. Et une fois que le dossier est instruit à tort, enfin à charge ou à décharge, qu'il est validé ou dévalidé, il reste ou il repart. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a des gens qui se baladent, qui n'ont pas à être sur le territoire. Avec et ceux-là, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire parce que quand on les interpelle et qu'on les remet au pays, les pays ne les reconnaissent pas parce qu'en même temps, ils se servent de leviers internationaux pour justement faire payer des choses à la France. Patrick Stefanini, représentant spécial sur l'immigration du ministre de l'Intérieur. Vous, en tout cas, de ce que vous dites, il faut la main ferme. Est-ce qu'il faut aller dans le sens, comme par la Tunisie, par exemple, où on a renégocié les accords ? Alors, votre question est excellente parce que moi, j'ai été un des négociateurs de la renégociation avec la Tunisie de l'accord qui nous liait à ce pays en matière migratoire à partir de l'indépendance de la Tunisie. Et nous avons renégocié cet accord en 2008 et il a été signé à l'occasion d'une visite d'État du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, à Tunis. Et c'est important de le souligner parce que ça montre que la signature de ce nouvel accord en matière migratoire qui a été ratifié et qui est toujours appliqué aujourd'hui, la signature de ce nouvel accord migratoire est intervenue dans un contexte d'ensemble. À l'occasion de cette visite d'État de Nicolas Sarkozy, on a signé plusieurs autres accords en matière commerciale, en matière industrielle, enfin, etc. Et ça prouve que pour renégocier un accord en matière migratoire, il faut créer un contexte d'ensemble. C'est le rôle de la diplomatie, c'est le rôle du ministre des Affaires étrangères, c'est le rôle du Premier ministre et bien sûr du Président de la République, puisque dans les institutions de la Ve République, c'est le Président de la République qui négocie et qui signe les traités. Et s'agissant de la matière purement migratoire, je partage ce qui vient d'être dit par le dernier intervenant. Les services de police font leur maximum. Je voudrais rappeler qu'en 2024, on a interpellé en France 147 000 étrangers en situation irrégulière, qu'on a réussi à en éloigner 27 000. Alors évidemment, 27 000 rapportés à 147 000, ça n'est pas suffisant. C'est une quinzaine de pourcents. Pas satisfaisant. Mais ce chiffre de 27 000 en 2024, il est en progression de 27% par rapport au résultat de 2023. Ça veut dire que les services de police et de gendarmerie ont fait leur maximum pour obtenir un meilleur résultat. Ça veut dire que la loi sur l'immigration que Gérald Darmanin a fait voter
début 2024, a produit des résultats satisfaisants. Par exemple, elle permet aux services de police de perquisitionner au domicile des clandestins pour retrouver les documents de voyage que les intéressés ne portent pas sur eux, mais qu'ils planquent à leur domicile et dont on a besoin pour pouvoir les renvoyer dans leur pays d'origine. Ça veut dire aussi que la politique menée par Bruno Retailleau depuis 5 mois à la tête du ministère de l'Intérieur commence à être payante. Mais simplement, on le voit bien à travers le cas de l'influenceur que l'Algérie nous a renvoyé. On le voit bien à travers le cas de l'assaillant de Mulhouse. On ne peut pas dire que la coopération avec l'Algérie en matière de délivrance de laissez-passer consulaires soit satisfaisante. On ne peut pas dire que l'attitude de l'Algérie en matière de réadmission de ceux de ses ressortissants qui soit sont des clandestins, soit sont des étrangers qui ont troublé l'ordre public en France, soit satisfaisante. Il faut donc passer la vitesse supérieure. Il faut, comme l'a dit Bruno Retailleau, changer de braquet. Il faut, moi je le pense depuis très longtemps, il faut renégocier l'accord de 68 qui est aujourd'hui un accord complètement obsolète. Mais pour débloquer la situation, nous sommes aujourd'hui dans une situation où seule une initiative du président de la République, comme l'a dit tout à l'heure l'une de vos intervenantes, seule une initiative du président de la République qui a pendant longtemps dialogué avec le président Tebboune. Donc, bien sûr, ils se connaissent très bien. Ça, c'est la réalité. Il a sans doute les moyens de renouer ce dialogue. Alors en même temps, il y a un énorme éléphant au milieu de la pièce. Moi, je vais le dire. L'éléphant au milieu de la pièce, c'est que la diplomatie française, sous l'impulsion du président de la République, a changé de pied sur une question qui était très sensible pour les Algériens, qui est la question de l'ancien Sahara espagnol. La diplomatie française a finalement pris le parti du Maroc, et ça constitue à l'évidence un facteur de blocage majeur dans nos relations avec l'Algérie. Et moi, je suis comme le syndicaliste policier qui s'est exprimé il y a quelques instants, et comme l'immense majorité de nos concitoyens, il ne faudrait pas que cette crise diplomatique ait des conséquences dramatiques pour la sécurité de nos concitoyens, parce qu'on n'arriverait plus à renvoyer en Algérie des ressortissants algériens dangereux pour l'ordre public, et le drame de Mulhouse en est malheureusement l'illustration la plus terrible. Philippe Bilger. Je voulais vous demander, récemment, Dominique de Villepin, dans un registre qu'on commence à connaître, a critiqué la position et les propos de Bruno Retailleau, en quelque sorte en indiquant que la seule solution, c'est de revenir à une diplomatie traditionnelle. Mais pour qu'elle ait du sens et pour convaincre l'Algérie, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en France même, nous mettions en œuvre un certain nombre de mesures drastiques à l'encontre des agents algériens pour que l'Algérie accepte de rentrer dans ce jeu diplomatique? Ça, c'est encore une fois, c'est au président de la République de nous dire quels sont les instruments que nous pouvons mobiliser. Nous délivrons chaque année à l'Algérie à des ressortissants algériens, un nombre très important de visas de court séjour, mais nous délivrons également des visas de long séjour. Et pour ma part, j'ai la conviction que c'est sur ce deuxième levier, sur le levier des visas de long séjour, que nous devrions agir en priorité. Pour une raison simple, c'est que la délivrance des visas de court séjour, elle est mutualisée au sein de l'espace européen, elle est mutualisée au sein de ce qu'on appelle Schengen. Ce qui veut dire que lorsqu'un ressortissant algérien demande un visa de court séjour pour venir en France voir un membre de sa famille et qu'il ne l'obtient pas du consulat de France, il a la possibilité de demander un visa de court séjour au consulat d'Espagne ou au consulat d'Allemagne ou au consulat d'Italie. Et sauf s'il a troublé gravement l'ordre public, il obtiendra son visa de court séjour de la part de l'un de ces consulats d'un autre pays de Schengen. Et ayant obtenu son visa de court séjour, ensuite il pourra venir en France sans difficulté. Donc le levier sur lequel, à mon avis, il faut agir, et qui serait plus efficace que celui des visas de court séjour, c'est le levier des visas de long séjour. Alors ça suppose un examen rigoureux des demandes qui sont formulées dans ce domaine par les ressortissants algériens, mais je pense qu'à législation constante, nous aurions dès maintenant
la possibilité de diminuer le nombre des visas de long séjour accordés à des ressortissants algériens. On part au 0826 300 300 pour retrouver notre auditeur du jour, Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe. Et votre réaction sur ce sujet, et une question à poser à Patrick Stefanini. En fait, je n'aurais pas trop de questions à poser à M. Stefanini. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit en plateau, puisque tout ce qui a été dit est assez lucide sur la situation. Et je pense qu'il peut y avoir une forme de consensus qui ressort entre les différents partis politiques sur cette question. La France et l'Algérie, c'est finalement une histoire de famille qui tourne mal. Et qui tourne mal parce que l'Algérie, c'est pas qu'un problème pour la France, c'est aussi une ressource, une opportunité, ça fait partie de notre histoire et c'est un lien indéfectible qui existe entre l'Algérie et la France, il faut le rappeler. Par ailleurs, quand on parle de migrants, on parle d'êtres humains, les migrants sont des gens qui essayent de quitter bien souvent des situations extrêmement difficiles et les migrations vont très probablement s'accroître dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique notamment. Par ailleurs, sur la politique migratoire de la France, on voit qu'on n'a pas la main, parce qu'il y a l'espace Schengen, effectivement, que finalement la France est un billet dans laquelle on peut rentrer très très aisément. Mais encore, nous, on est un pays qui est plutôt libéral sur ce plan-là. Je veux dire, on est pour la liberté de circulation des uns et des autres. Et nous, on est bien heureux, Français, quand on peut aller à l'étranger se balader pour faire du tourisme ou pour travailler. Enfin, pour régler le problème en question, là, ce migrant qui a malheureusement commis cet acte terroriste et qui est de nationalité algérienne et qu'on n'arrive pas à exclure de notre territoire, eh bien, je pense qu'il y a des solutions en attendant qu'Emmanuel Macron, effectivement, négocie durement avec l'Algérie. Je pense qu'il y a des solutions, par exemple, de prendre une loi temporaire pour allonger la rétention des personnes en situation irrégulière dont le pays refuse d'octroyer un laissez-passer consulaire. Une solution pour essayer de régler un petit peu le problème. Mais effectivement, la solution a été donnée. La solution, elle se réglera sur le plan diplomatique entre les chefs d'État. Restez avec nous, Xavier. Françoise de Gaulle. Oui, tout à fait. Sur la crispation du Sahara occidental, Patrick Stefanini, il est là le cœur du problème. Vous dites l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, c'est carrément un mammouth au milieu de la pièce. La réalité, si vous voulez, c'est que le président Tebboune, en plus, est à vif sur ces questions. La moitié de sa famille, je crois, est morte dans la guerre des sables. Il est incroyablement... c'est très douloureux pour lui. Alors, il y a aussi sa puissance politique et le fait que c'est tout sauf quand même un grand démocrate. Mais c'est cette réalité-là. Et Emmanuel Macron, quand vous en parlez avec son équipe diplomatique, il est tout le temps en fait en relation avec Tebboune, même encore. Je pense qu'aussi Emmanuel Macron a la pression des industriels français. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien que nos industriels ont des grands marchés, notamment du bâtiment en Algérie. Donc il y a aussi la pression des industriels, Patrick Stefanini, pour ne pas casser la vaisselle définitivement avec l'Algérie. Ça, c'est tout, on n'en parle jamais dans tous les sujets qu'on fait. Mais ça, c'est une vérité. Quand Xavier Niel dit « j'ai du business en Algérie », Xavier Niel, il patouche non plus aux relations avec l'Algérie. Vous savez très bien que ça pèse, Patrick Stefanini. Oui, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je n'ai jamais soutenu qu'il fallait dénoncer purement et simplement l'accord de 1968. Je sais. J'ai soutenu qu'il fallait demander à l'Algérie qu'on ouvre sa renégociation. Parce qu'un accord, ça se signe à deux. Et que si on dénonçait purement et simplement l'accord avec l'Algérie, ça veut dire que les ressortissants algériens retomberaient dans ce qu'on appelle le droit commun de l'immigration. Et je ne suis pas sûr que ce serait absolument un progrès pour notre pays. Mais vous avez raison d'évoquer les intérêts économiques de la France. Ils sont très forts. Vous auriez pu souligner aussi, mais vous l'aviez certainement présent à l'esprit, l'importance de la communauté algérienne en France. Non, mais ça, bien sûr. C'est la première communauté étrangère dans notre pays. Vous avez raison. Mais de tout ça, c'est au président de la République de traiter, je suis d'accord. Flanqué de son ministre des Affaires étrangères, qui est là pour ça, de faire la synthèse. Bruno Retailleau, lui, il exprime le point de vue du ministre de l'Intérieur. Il se fait le reflet des préoccupations des syndicats de police, des personnels de gendarmerie qui sont confrontés tous les jours à l'immigration irrégulière en provenance d'Algérie. Il se fait le reflet des préoccupations qui sont les siennes en matière migratoire, mais il est très conscient que sa voix n'est pas la seule à devoir être entendue sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle j'y reviens. L'initiative, la balle, si j'ose dire, est désormais
dans le camp du président de la République. Merci beaucoup, Merci à Patrick vous. Stefanini, d'avoir accepté notre invitation, représentant spécial sur l'immigration du ministre de l'Intérieur. Merci, vous êtes notre invité dès que c'est possible. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allez, tout de suite, on va vous offrir Merci beaucoup. À bientôt. On va vous offrir un joli cadeau après Patrick Stefanini, une autre sorte de cadeau, hein, Philippe Bilger. Oui. On va pouvoir vous offrir, parce que c'est le moment de jouer avec Sud Radio, pour gagner un bon d'achat pour un séjour, écoutez bien, d'une valeur de 1200 € pour vos prochaines vacances dans un des clubs ou hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Vous allez choisir parmi 45 clubs hôtels de vacances situés dans les plus beaux endroits de France, et vous allez peut-être pouvoir partir avec Philippe David, avec Françoise Legois, avec Jean-Christophe Couvy, avec Chris et avec Philippe prenez un David. rez-de-chaussée, oui, avec Philippe David. Enfin, c'est plus prudent. Évitez les duplex, évitez les triplex, évitez les piscines aussi, parce que prenez la boîte à pharmacie. Il peut tomber dans la piscine, on ne sait pas dans quel état Si il vous est. voulez partir donc à la mer, à la montagne ou à la campagne, n'hésitez pas, c'est le 0826 300 300. Combien tu m'appelles? Non, c'est les combien de marches de l'escalier, Françoise? 9 marches. 9e marche au standard. Non, mais on plaisante. 9e appel au standard. 0826 300 300. Très 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 joli, un bon cadeau d'une valeur de 1200 € pour un séjour dans un des clubs hôtel Bellambra. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit, et bientôt le qui c'est qui l'a gagné. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif, et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Ouais. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme tous les jours, les vraies voix de 17h à 19h avec un Philippe David, clopant. Hein. Oui. Hein, mais son intelligence n'a pas été. Non, mais comme elle était à 0, elle pouvait pas baisser. Il s'est blessé au niveau du cerveau, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il va rester? C'est la fameuse fuite des cerveaux. C'est la fuite. Ah, bravo. Elle est très bien. Non, mais il n'y a rien. Il ne s'est rien passé, puisque de toute façon, il n'y a rien à l'intérieur. Donc il y avait un peu de sang, mais. Ce qui l'a sauvé d'ailleurs. Il n'y avait rien, aucune matière grise. Il n'y a rien qui est sorti. Ça sonne creux quand on tape dessus. Ça fait plus pertinent qu'à Et ben moi, Philippe David, je vous trouve courageux. Merci. Voilà. Attention, il y a la vacherie qui est pas loin. Non, c'est pas le genre de Cécile. Philippe, oui, mais Cécile. Puis nous, les chauves, on marque vite. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Merci. J'adore, c'est la phrase du jour. Nous, les chauves, on marque vite. Mon Dieu. Xavier est peut-être chauve. Vous donc, allez on sait avoir pas. l'esprit des Xavier, vous n'êtes pas chauve. Voilà, c'est pas encore. Pas encore. C'est à vous de lancer le jingle. La vie est un jeu, mais elle n'est pas juste. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Il est excellent, Mon cher Xavier, je l'adore. Moi aussi, Sid Jaurès, il est au fait de tout, j'adore. Xavier, excellent, très fort. venez un jour nous voir, s'il vous plaît. Ah ouais. Question, qui c'est qui l'a dit? Xavier, écoutez bien, 3 points. J'étais le plus rapide, vous êtes un truand. Ça c'est Philippe Bilger. Bonne réponse. Bravo. Parce que, alors, en faisant le qui c'est qui l'a dit ce matin, je lui dis vendredi, Philippe Bilger était pas là. Il n'y a eu aucune discussion, aucune injure. Vous êtes un truand, une racaille. Je lui dis, tiens, on va faire un qui c'est qui va le dire. Voilà, c'est ça. Et c'est 3 points. 3 points pour deux. Et même, tiens, je lui en mets 6 même. Comment je puis préférer cette élégance? C'est ça. Allez, Xavier, qui c'est qui l'a dit à 3 points sur Bruno Retailleau? C'est bien de jouer à Popeye, de montrer les muscles, mais derrière, il faut des résultats. Bardella. Non. Pas loin. Le Pen. Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Sébastien Chenu, député RN. Vous êtes sûr qu'il l'a pas dit dans le casque plus rapidement, Xavier? Non. Il réagit pas, c'est bon signe. Et là, je pense que Philippe Bilger tombe de sa chaise. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. La France doit produire plus pour manger mieux. Emmanuel Macron. Non. Bonne réponse, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Là, c'est un peu logique. Dis donc, ça lui a servi le Cap d'Agde à Philippe David. À la baie des cochons. Ma pensée a été très nue. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Xavier, sur Marine Le Pen? Elle ne me fait pas peur. Marine Tourdelier? Non. C'est un homme. Non, c'est un homme. Un homme? Il est fort.
Non. Il a eu de très hautes responsabilités. Non, celui du Havre. Là, oui, bonne réponse. Édouard Philippe. Bonne réponse. On la compte à Jean-Christophe Couvi. Vous avez déjà oublié Édouard Philippe. C'est fou ça. Et moi, j'ai rien, zéro. Non, mais Xavier, écoutez bien. Gagner un peu. Écoutez bien, Xavier. Qui c'est qui l'a dit sur Jordan Bardella? Les gens comme lui, et qui ont maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance aux États-Unis. Ah bah voilà. Ah, bravo. Il attend même pas la fin de la citation. Franchement, il est très bon. Est-ce que c'est valable de répondre avant la fin de la question? Regarde le tricheur. Regarde la question qu'il vient de poser. Quoi? Est-ce que c'est valable de répondre avant la fin de la question? Mais non. Je ne peux pas entendre ça. Regarde l'état de sidération. J'ai envie de répondre une chose. Quelle indignité. Qui c'est qui l'a dit, Xavier? Ce n'est pas demain la veille que la défense et la politique étrangère seront entre les mains de la Commission européenne. C'est un ministre en exercice? Non. Il a été les hautes fonctions au niveau de l'Europe. Il a un nom. Thierry Breton. Bonne réponse de Françoise. J'allais dire qu'il a un nom de région. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Chez Jean-Jacques, ouais. Qui c'est qui l'a dit 3 points sur le tweet d'Elon Musk en soutien à l'AfD? C'est épouvantable de l'ingérence dans la vie politique et démocratique d'un pays. Alexis Corbière. Non. Ça pourrait pas être Barrault? Non. C'est Emmanuel Macron. Une femme. L'ancienne Maud Bréjean. La nouvelle Maud Bréjean. Bonne réponse. Non, elle a été plus rapide. C'est indiscutable. J'ai bien entendu, vous n'avez pas contesté, vous avez dit c'est indiscutable. Moi, quand François. Attendez, je prends une photo. 11h, non, 17h55. Très bien. Qui c'est qui l'a dit, Xavier, sur l'attentat de Mulhouse? Bruno Retailleau doit agir ou partir? Facile. Attendez, Xavier. Ah ça c'est Le Pen ou Bardella. Non, c'est Bardella. C'est Bardella. Oh, mais non, Xavier. Moi je l'avais Bardella. Tu peux pas dire Le Pen ou Bardella. J'ai dit c'est Le Pen ou Bardella. Elle est où? Non, j'ai dit Bardella en Prums. Non, François, arrêtez. Vous pourriez être fair play. Mais franchement, Xavier, vous êtes aussi tricheur. Xavier, je vous aime. Vous êtes aussi tricheur que Bilger. Qu'est-ce que vous avez dit, Philippe Bilger, là? J'ai dit qu'elle pourrait être fair play. C'est vous qui dites ça. Mais je n'ai jamais contesté. Alors écoutez, Xavier, c'est un voyou. Avec ma grande magnanimité, je vais mettre 3 points Xavier, 3 points. Très bien, merci. Mais n'enlevez rien à Xavier. Mais non, Et parce que vous les mettez à qui les points alors? Non mais 6 points pour la gauche. Mais c'est à l'auditeur. Xavier a dit c'est Marine Le Pen ou Bardella. Moi j'ai dit Bardella. Et après vous avez dit Bardella. Oui, mais c'est facile de choisir entre les deux. Mais non, mais bien sûr, il faut qu'il soit. Bon allez, je suis galant, je donne mes points. Non, vas-y Xavier, on s'en fout parce que de toute façon on cumule, on est en train de déplier. Comme ça, c'est mais bien. non, mais on s'en fout, la gauche est en train de vous battre, c'est tout. C'est ça. Là, ça fait mal aux fesses. Mais Xavier n'est pas de gauche. Si, bien sûr que non, mais pas du tout. Ici, Joras, il est de droite. Le Kikadi. Allez, le Kikadi. À vous, Cécile. Bon, c'est fini, c'est terminé. Alors, combien? Eh bien, écoutez, c'est incroyable parce qu'avec ça fait égalité parfaite entre Xavier et Françoise, 9 points. Philippe Bilger qui va râler 6 points. Et Jean-Christophe Couvi, la police, a eu 3 points. Xavier et moi, ça fait 18, la gauche. Bravo. C'est le résultat des dernières législatives. La droite aux fraises et l'extrême droite aussi. 18%, ça vous va bien, je trouve. 18. Oui, ça va très bien. Et 9, bien sûr. Nous, on est une coalition, vous n'arrivez même pas à ça. Vous pouvez me dire, monsieur l'arbitre, comment on est fait 3 réponses à 3 points? Je me retrouve à 6. Parce que vous en avez eu 2. Non, j'en avais 3. Ah bah vous en avez 9 points, alors vous êtes à égalité. Mais je dominais. Il est dans un beau. Là, j'ai la preuve de l'entourloupe. J'ai la preuve de l'entourloupe. Non, c'est un mal dominant. Là, voilà. Merci beaucoup, Xavier. Vous étiez formidable. Vous êtes très bon. Vous revenez comme vous voulez, surtout, et prenez soin de vous parce que des auditeurs comme vous, on en veut encore tous les jours, même si on en a tous les jours. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal, la météo de Rémi André, le coup de gueule de Philippe David. Oh, je vais pousser un coup de gueule sur la manière d'analyser l'attentat de Mulhouse par certaines personnes. Là, je suis tombé, même pas de l'escalier, mais carrément de la Tour Eiffel. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Merci de votre fidélité, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Vous le savez, bientôt le million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Tiens, on en est où au niveau des chiffres? 995 000 abonnés. Oh là là, avant la fin de la semaine. Le million. Cécile, 95 000. Puis-je vous faire une confidence? Oui. J'ai été victime de propos odieux de Philippe Bilger pendant le journal. Ah, très bien. Il m'a demandé contre quoi es-tu tombé. Je lui dis ma tête a frappé la bibliothèque. Il m'a répondu ça t'a permis de te cultiver un peu. J'ai trouvé ce propos fielleux à un niveau. Mais non, c'est juste en même temps. Je me doutais que vous feriez pire que lui, François. Mais vous êtes tombé sur quoi? En même temps, c'est peut-être la bibliothèque rose. J'allais te le dire, il s'est arrêté à Lafayette, à la bibliothèque rose, oui. Au malheur de Sophie, je pense. Je crois que ça ne soit pas la gare des Michards, je le dis tout de suite. Je pense qu'il s'est pas cogné sur Camus, tu vois, ou Kierkegaard, pas du tout. Il est allé vers ses C'est pas un joueur de foot, Kierkegaard. En tout cas. Je crois que c'était Kierkegaard Barrière, c'est ça, qui travaillait à la SNCF. Et dites donc, quand je peux remplacer une, vous me direz. Non mais faites-moi signe, un petit mot comme ça, Moi sinon je vous laisse jusqu'à 19h, j'ai aucun problème, j'ai des gâteaux de Philippe Bilger. Ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, Olivier est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Ravi. Excusez-nous, ils étaient en train de bavasser là, et alors que vous étiez... Ça me fait rire. Tant mieux. Le coup de la bibliothèque, ouais. Vous vouliez réagir sur les retraites, mon cher Olivier? Oui, parce que alors, vous savez, moi j'avais une entreprise, alors j'avais l'habitude de faire des calculs. Et je me mets toujours à la place des autres. Donc je me mets à la place de Macron, avant qu'il soit élu en 2014. Hein. J'ai dit comment tu ferais si toi tu étais président. 2017. Chercher des sous. Alors comme lui, j'ai dit sur les carburants. Bon. Et après sur les retraites, là je suis pas d'accord du tout avec lui. Parce que on prend une calculette, on calcule 35 heures par semaine jusqu'à 64 ans. Hein. Alors moi je pars sur une base, on démarre à 20 ans, on finit à 64 ans, donc on travaille 44 ans. Par contre si on fait 39 heures, le gars qui fait 39 heures par semaine, à 59 ans et demi, il a fait autant d'heures que le gars qui en fait 35. Donc à un moment donné, c'est pas normal, quoi. On passe beaucoup plus d'heures. Si vous arrêtez les 39 heures à 62 ans, le gars il a fait 5000 heures de plus que celui qui en fait 35 et qui finit à 64. Donc augmenter, retour aux 39 heures, c'est augmenter le pouvoir d'achat, hein, parce que 17 heures de plus par mois à 10 euros, ça fait 170 euros par mois. Forcément, ça augmente la TVA, parce que les gens ils vont pas garder les sous, ils vont les dépenser. Donc l'État il va retrouver de la TVA. On va augmenter les cotisations de retraite. Donc je pense que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et j'en avais parlé avec Jean-Jacques Bourdin il y a un an ou deux, avec le monsieur retraite de Macron, et il a dit mais Macron il a jamais voulu parler de 39 heures. Ça il veut pas. Il voudrait même qu'on travaille jusqu'à 67 ans. Alors moi j'ai pas toutes les données, hein. Moi j'ai pas ma petite calculette, je calcule, voilà. Non mais ça s'entend, Philippe Bilger. Déjà les retraites étaient compliquées. Si maintenant notre auditeur très brillant nous oblige à faire du calcul mental, mais non mais il vous le dit. Non mais c'est très bien, mais ça prouve surtout ce que vous dites, c'est qu'il y a des trous dans la raquette, il y a des biais qu'on ne voit pas, il y a effectivement 40 régimes, tout est extrêmement complexe, mais c'est pas parce que c'est complexe qu'il ne faut pas se battre pour maintenir vraiment ce droit social très puissant. Après, on pourra avoir le choix. Le syndicat. Choisissez de travailler 39 ou 35. Les retraites, alors c'est des acquis sociaux aussi. On peut pas toujours revenir en arrière. En même temps, le but d'une vie, c'est aussi quand même d'en profiter. Je suis désolé, mais en même temps, ce qui change, c'est l'assiette de cotisation. Et c'est là où est le problème. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux qui part à la retraite qui ne travaille plus, soit qui est en arrêt maladie ou grande maladie, soit au chômage. Donc le vrai problème, il est là. C'est les quinquas. C'est à partir de 50 ans, pour certaines entreprises, on est trop vieux pour être utile. Alors
qu'au contraire, il faudrait qu'on trouve et qu'on fasse du plein emploi par rapport à ça. Mais ça, c'est qu'une piste. Quand on donne jusqu'à 100 milliards d'euros d'économies d'impôts aux entreprises, aux grandes entreprises, sans contrepartie, et là par contre, on ne sait même pas ce qui se passe dedans, c'est-à-dire il y a des gros groupes qui profitent de ces crédits d'impôts et qui sont normalement ces impôts recherche et qui ne recherchent même pas en France et qui sont en Inde ou aux États-Unis. Merci beaucoup en tout cas Olivier, merci beaucoup pour ce petit message et on va passer directement à Marilyn qui est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir Marilyn. Et Marilyn, elle a la voix de la joie. Oui, et bonjour Philippe. Bonsoir Marilyn. Alors Marilyn, vous nous appelez d'où? De Castagnet-Toulousain. C'est juste à côté de Toulouse. On avait dit qu'on ne fait pas cette commune en fait. J'adore dire ça. Alors Marilyn, écoutez bien. Vous avez donc remporté un bon cadeau pour un séjour d'une valeur de 1200 €. C'est trop bien. Dans un club hôtel Bellambra niché dans l'un des plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations, de la montagne, à la mer, à la campagne, en tout cas ce que vous voudrez. Il y a un choix parmi 45 clubs de vacances situés dans ces plus beaux endroits et c'est pour vous, ma chère Marilyn. Merci beaucoup, je suis vraiment très contente. La semaine commence bien. Merci à Sud Radio et merci à vous deux de permettre à cette émission de débattre. Ah, merci beaucoup. Et moi je dis bravo Marilyn. Bravo Marilyn. Bravo. Et Marilyn, parce que nous on a envie de savoir avec qui vous allez partir, c'est important. Si toutefois il vous reste 2 places. Oui. Avec mon mari et mes enfants, peut-être. Oui, ok, ils sont prioritaires. On peut comprendre en même temps. Vous êtes extrêmement classique, Marilyn. C'est pas. Oui, parce que Marilyn, c'est pas vous qui partiriez au Cap d'Agde. Moi, Cap d'Agde, pour Philippe Bilger, peut-être. Il y a du monde au Cap d'Agde. Je crois que Françoise, vous êtes en train de vous dire où vous partez avec votre mari ou vous partez avec Philippe Bilger au Cap d'Agde. Vous reviendriez vite vers votre mari. Qu'est-ce que vous avez dit, Marilyn? J'ai bien compris. Marilyn, en tout cas, c'est un bonheur de vous l'avoir offert. Vous nous écoutez depuis longtemps, Marilyn? Oui, très très longtemps. Et je vous ai écouté le matin, après vous êtes passé le soir. Donc, voilà. En tout cas, j'écoute bien la grille de Sud Radio. On est très heureux en tout cas de vous avoir eu en ligne. Merci beaucoup pour votre fidélité. On vous embrasse. Et puis envoyez-nous une carte postale, selfie, des trucs comme ça qu'on voit quand même. Merci mille fois, Marilyn. On vous embrasse très fort, à très bientôt. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Des réactions surréalistes à l'attentat de Mulhouse. Alors là, c'est du surréaliste par rapport d'Ali, c'était un grand classique, quoi. Ouais, vous disiez ça encore vendredi, mais ça va passer au-dessus encore. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous en tout cas tous les jours. Et aujourd'hui, au programme de cette émission, Philippe Bilger et toute sa splendeur. Françoise Degois, son Altesse Sérénissime. Et le seul sage ici finalement, c'est Jean-Christophe Couvi, j'ai envie de dire. Je confirme. Voilà, c'est tout. Et si vous pouvez nous regarder à la télévision, grâce à sa chemise, vous allez pouvoir régler les couleurs. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village nommé Mulhouse où un énième attentat terroriste islamiste a eu lieu. Pourquoi Mulhouse? Parce que certaines réactions à cet attentat dans lequel un homme de 67 ans qui avait tenté de s'interposer a perdu la vie m'ont semblé totalement surréalistes. Excusez-moi, on peut pas se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour protéger cet homme de 69 ans qui aujourd'hui est mort? Moi, aujourd'hui, je me pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la société de M. Retailleau. On voit bien que notre débat est en train, effectivement, de complètement dévier. C'est-à-dire, au début, on se posait la question de y a-t-il assez de droits, de lois, etc. Et on voit bien que, bien sûr, M. Retailleau nous dit toujours il faut une nouvelle loi sur les étrangers, il ne faut pas marier les étrangers qui sont sans papier, il faut davantage encore d'OQTF, il faut davantage de centres de rétention. Et on voit bien c'est complètement... Enfin, à côté, c'est complètement inefficace. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique.
La première voix que vous avez entendue est celle d'Anaïs Place, avocate en droit des étrangers. La seconde étant celle d'Evelyne Sirmarin, ancienne présidente du syndicat de la magistrature et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et ce qui est surréaliste dans ces propos est qu'ils sont à charge non pas contre le terrorisme, mais contre Bruno Retailleau. Alors non, maître, je pense qu'il vaut mieux protéger la société des terroristes islamistes que de Bruno Retailleau. Est-ce que Bruno Retailleau a tué à l'école aux Zaratora à Toulouse, au Bataclan à Paris, sur la promenade des Anglais ou la cathédrale à Nice? Non, ce sont les terroristes islamistes. Le mot islamiste n'étant d'ailleurs jamais ou presque utilisé dans les tweets relatifs à cet attentat, qualifié par ailleurs d'attaque au couteau, dans nombre de tweets venus de LFI et des écologistes. Passons aux propos de Madame Sirmarin. Oui, il y a un problème diplomatique, la France se comportant en paillasson vis-à-vis du régime militaire algérien qui a refusé 10 fois qu'il rentre dans son pays. Mais il y a aussi un problème de droit. Comment expliquer qu'un type qui a un tel pédigré, qui était entré illégalement en France en 2014, qui avait des liens connus avec le terrorisme, au point d'être fiché FSPRT, et qui avait été condamné à 6 mois de prison pour apologie du terrorisme après le pogrom du 7 octobre, ait pu se promener tranquillement armé dans un marché, tuant un homme et en blessant 5 autres, dont 2 en pronostic vital engagé. Il y a donc bien un problème de droit ne nous permettant pas de les enfermer sans limite tant que leur pays d'origine ne les reprend pas. Alors non, mesdames, Retailleau n'est pas coupable et ce n'est pas lui qu'il faut protéger des Français, mais des terroristes islamistes. Et pour conclure, je rendrai hommage à un héros qui est mort de son courage. Il s'appelait Lino Sousa Moreiro, était âgé de 69 ans, était originaire d'Hermésinde au nord du Portugal et était arrivé en France en 1992. Comme Arnaud Beltrame, il s'est sacrifié pour sauver des vies. J'espère que la France lui rendra l'hommage qui lui est dû. Parfait. Et dans la dénonciation, et pour l'hommage, c'est parfait ce que vous avez fait. Oui, moi je suis très touché par ce héros. Enfin, on est toujours très touché par le courage des gens, des inconnus qui nous bouleversent. On se dit toujours, est-ce qu'on l'aurait fait nous? Oui, est-ce qu'on l'aurait fait? C'est une vraie question. Ensuite, je pense que vous pouvez pas être comme ça, bille en tête, en disant est-ce que c'est Bruno Retailleau? Personne ne dit que c'est Bruno Retailleau qui a commis des actes. On veut protéger la société de Bruno Retailleau plus que des terroristes, c'est surréaliste. Non, c'est pas ça du tout. Je pense que ce qu'elle a dit. Après, on peut faire dire ce qu'on veut aux gens. Evelyne Sirmarin n'a pas dit ça non plus. Ah non, c'était l'avocate. Mais même, elle dit une chose qui est très juste, c'est la façon dont sont utilisés ces faits divers. Bruno Retailleau peut bien faire tous les moulins à vent qu'il veut, comme ses prédécesseurs avant lui, y compris les prédécesseurs de gauche. Il n'y a rien qui change. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on s'y prend mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut changer de méthode. Je ne sais pas de quelle méthode nous parlons, mais moi, votre coup de gueule, il a la vertu des coups de gueule, mais la réalité, c'est qu'il est à côté. Il ne s'agit pas de protéger la société française de Bruno Retailleau, il s'agit de protéger la France de la folie générale qui est faite autour du débat sur l'immigration et les OQTF. Il faut tous se poser, on redescend tous et on trouve une solution collective. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut un grand débat national de tous les partis pour régler ce problème. Je vous le redis, nous ne sommes qu'au début des migrations. Qu'au début. On est à l'ère préhistorique. Le débat sur les OQTF, il est simple, c'est 100% doivent être exécutés. Oui. Jean-Christophe Couvi. Je crois il y en a 30 000 par an, pardon. Il y en a 30 000 par an. Entre l'OQTF qui assassine ce monstre, cette espèce de dingue dont on se demande bien, là, pour le moment, c'est le ministère de l'Intérieur qui a failli. C'est pas simplement, d'un seul coup, une espèce de climat woke qui aurait permis à ce type de se balader. C'est le fait que l'Algérie l'a refusé 10 fois aussi. Écoute, mais sauf que il a été condamné pour apologie du terrorisme. Donc, excuse-moi, c'est qu'à un moment donné, il y a un souci dans la filature et la surveillance de ce type. Non, mais non, il faut passer en jugement. Non, mais il est passé en justice. Je suis désolé. Il a fait quoi? Non, il a été libéré au bout de 50 jours. Vous devez continuer à le surveiller, il est fiché S. On va faire que ça, on en a combien surveillé? Et donc ça veut dire que on a plus de 5000 personnes à surveiller. Ça ne peut pas être que les flics qui ont toujours raison, le ministère de l'Intérieur qui a toujours raison. Et toujours raison, c'est qu'en fait on n'a pas les outils pour se débarrasser de ces gens-là. Je suis désolé, ils n'ont rien à foutre chez nous. Point. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent illégalement. Ils arrivent illégalement sur le territoire. Ils arrivent illégalement sur le territoire. Ils n'ont rien à faire sur le territoire puisqu'ils sont là pour tuer, ils sont là pour propager des mauvaises, encore une fois, des discours. Et on ne peut pas s'en débarrasser.
débarrasser. Et on a une police qui est paramétrée pour la population française, et on n'est pas une police qui est paramétrée, je vous le dis, en effectif, pour un apport d'immigration comme on a en ce moment. C'est pas possible, on peut pas tout traiter. On peut pas être partout derrière chaque personne. Et donc, on a un gros souci par rapport à ça. Allez, 12 secondes pour faire 4 minutes ça va pas être facile. L'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et aux États-Unis, plusieurs agences fédérales demandent aux fonctionnaires de ne pas répondre aux mails d'Elon Musk. Oui, on parle pas de n'importe quelles agences. Le Pentagone, le FBI, toutes ont demandé à leurs équipes de ne pas répondre aux messages venant de Elon Musk ou de ses équipes. Email exigeant que ces fonctionnaires fédéraux justifient leurs activités. Concrètement, la nouvelle administration leur demande de lister 5 tâches qu'ils ont réalisées la semaine dernière. C'est quand même pas rien. Ça fait un peu salut les planqués, à quoi vous servez. Message associé d'une menace. Une non-réponse serait considérée comme une démission. You're fired. Alors imaginez d'un côté pour ces fonctionnaires Elon Musk, quasi bras droit officieux du nouveau président, un peu ministre des coupes budgétaires, qui vous dit d'expliquer à quoi vous servez, pendant que d'un autre côté, vos directions vous assurent que non, faut surtout pas répondre, avec peut-être l'idée que si personne répond, ce sera pas possible de virer tout le monde. Après tout, même un libertarien comme Elon Musk n'osera peut-être pas aller jusqu'à penser que les États-Unis puissent vivre sans leur armée et sans leur police fédérale. Le ministère de la Défense est responsable de l'évaluation des performances de son personnel. Il conduira tout examen en accord avec ses propres procédures, écrit par exemple un responsable du Pentagone. Donald Trump avait demandé à Elon Musk d'être encore plus méchant, encore plus virulent dans sa mission de chasse à la dépense publique. Mais même maintenant dans les rangs du Parti républicain, certains commencent quand même à se demander si c'est bien raisonnable d'être si agressif envers tous les fonctionnaires fédéraux. Merci beaucoup Félix Mathieu. Malheureusement, on n'a pas le temps de... C'était très intéressant. Oui, c'est dommage. Incouvable en France, mais pourtant... Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix dans un instant. Philippe Bilger. Je vais parler d'un grand livre de Roberto Saviano. Françoise Degois. Eh bien, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Félix Mathieu, parce que il y a une histoire dans l'histoire et je voudrais la raconter sur le FBI notamment. Jean-Christophe Couvi. Je vais revenir sur la traque de Mohamed Amra. On l'a enfin capturé et il va devoir répondre de ses actes devant la justice. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme vous avez été très sage, on vous donne aujourd'hui du Philippe Bilger, du Françoise Degois et du Jean-Christophe Couvi. Ouais, on est content. Philippe David, on est content. Il y a un enthousiasme collectif. Ça fait plaisir. Vous voulez des applaudissements? C'est ça que vous voulez? C'est ça. On a des applaudissements? Quand on n'a pas le son, on le fait soi-même. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, c'est sur un livre sur le juge Falcon dont vous voulez parler. N'hésitez pas, mes chers amis, à m'interrompre parce que je pourrais parler durant 1 heure sur ce livre qui est à la fois infiniment sombre et magnifique puisqu'il parle d'un héros judiciaire en Italie. Mais j'ai appris un nombre de choses et j'ai perdu beaucoup d'illusions. Voilà un homme que j'ai toujours admiré au-delà de tout et dont je constate à quel point en Italie, il a été, après un succès phénoménal avec un maxi-procès contre la mafia, il a été sans arrêt jalousé, stigmatisé, envié, l'objet d'une vindicte judiciaire et politique. On a tout fait pour qu'il n'occupe pas les postes que son génie aurait mérité. Et il est massacré dans des conditions épouvantables, comme si en réalité on avait voulu presque aboutir à une issue qui est le fait de Rina, bien sûr, et de ses tueurs, mais d'un système politique et judiciaire qui est gravement responsable. Là, Françoise m'en avait parlé, mais j'ignorais à quel point cet homme avait été seul peu à peu. C'est terrible. Oui, seul au point j'en avais parlé avec sa sœur, au point de partir faire ses interrogatoires sur l'île d'Assinara, qui est au large de la Sardaigne, dans une ancienne prison désaffectée, pour faire ces entretiens là. Il faut savoir que Giovanni Falcone et Pietro Borsellino, son ami, qui est assassiné trois mois plus tard, travaillaient à l'intérieur du palais de justice de Palerme dans une cage. C'est-à-dire que il y avait le palais de justice totalement fortifié,
Mais à l'intérieur du palais, vous aviez la cage de la cage, dans lequel étaient ces deux juges, et dans un isolement moral. Falcone le disait souvent, il y a un isolement moral, et vous savez, on sait tous très bien, tout le monde sait très bien en Italie, que quelqu'un au plus haut niveau a donné les horaires de la voiture de Giovanni Falcone. Évidemment qu'il a été trahi par la politique, Giovanni Falcone. Évidemment qu'il y a eu un traître politique, très certainement, pas simplement dans l'escorte, qui a donné l'heure. Il changeait en permanence de voiture et d'heure en permanence. Et sa femme l'avait tellement senti que ce jour-là, elle a un instinct, elle dit « je veux monter avec toi », parce qu'ils meurent ensemble. Mais vraiment, la puissance de Saviano, c'est de montrer ça. Vraiment, le plus terrible, c'est Rome. Oui, finalement. bien sûr. Ah, ben, évidemment. Rome est terrible, c'est pas Palerme. Rome, c'est vraiment... Alors là, la manière dont il est lâché. Tout est ripolliné. C'est bon, vous m'avez convaincu, j'achète le livre. Ah, vous allez adorer. Cécile, vous allez adorer. En fait, c'est tous ces hommes en fait de l'ombre entre guillemets qui d'un seul coup sont mis à la lumière, mais qui travaillent pour l'État, qui travaillent pour les citoyens. Et eux, effectivement, souvent, voilà, un idéal aussi. Et souvent qui vont à l'encontre justement du politique, parce que les mafias, elles ont des relais politiques aussi. C'est ça le principe des mafias, c'est qu'elles rentrent dans toutes les pans de la société. Et donc du coup, ces hommes-là décident à un moment donné de se rebeller contre ça et de dire voilà, moi je suis en mission et je suis en mission pour les citoyens et je veux sortir mon pays de là. Courage. Et en ce moment, on est en plein dedans. Nous aussi. Et moi, j'espère qu'avec on n'en a pas, mais tant mieux qu'il n'y ait pas d'attentat sur les magistrats. Mais empêche que les magistrats aujourd'hui deviennent des cibles aussi. Avec un pessimisme terrible de Falcone. Hein, parce qu'il est sicilien en fait. Hein, c'est Soli Sombra, les Siciliens. Et en tout cas, merci Philippe Béjart d'en avoir parlé d'abord parce que le livre a l'air passionnant et qu'en plus c'est toujours bien de ne pas laisser mourir les gens plusieurs fois. C'est joli ce que vous dites. Degois. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Félix. En fait, la vraie histoire de cet email, je l'ai lu ce week-end et ça m'a sidéré. En réalité, Patel, qui est le directeur du FBI et qui demande à ses employés de ne pas répondre aux emails d'Elon Musk, est un très très proche de Donald Trump. Vraiment, c'est un fidèle parmi les fidèles. Donc il n'est pas possiblement accusable de trahison. Simplement, il réalise que depuis que Elon Musk est rentré dans tous les systèmes administratifs, dans le trésor, etc., c'est le bordel général. Disons les choses telles qu'elles sont. En plus, ça, il se mélange dans les chiffres. Il dit qu'il a fait 8 milliards d'économies. En réalité, la presse calcule, non, c'est 8 millions de dollars. Donc, c'est n'importe quoi, en fait. Il fait n'importe quoi avec son Dodge. Et en réalité, Patel dit à Trump, à la fin, président, ça va vous nuire. Donc, il faut arrêter ce cinéma-là, en tout cas, cette action-là, au moins sur le FBI. Et Trump, contrairement à ce qu'il dit dans ses tweets, soit plus agressif, en réalité, il a lâché, d'une certaine manière, en douceur, il a donné raison à Patel contre Elon Musk. Ce qui explique pourquoi Patel, le patron du FBI, fait cet email. Donc ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que sous des airs extrêmement lissés, passe-moi le sel, passe-moi le poivre, entre Musk et Trump, il y en a un qui retweet l'autre en disant yes président, vas-y Elon, etc. La réalité, c'est qu'il y a forcément un moment où il y a quelqu'un qui va gêner l'autre. Et moi, ce que je pense depuis toujours, c'est que on peut avoir 400 milliards de dollars. La réalité, c'est que c'est toujours le politique qui gagne. Et le jour où Elon Musk deviendra un boulet, 400 milliards de dollars ou pas, eh bien... Il coupera le lien. Il coupera le lien, exactement. Il le coupera, d'une manière ou d'une autre, vous verrez, et c'est toujours le politique qui gagne. Jamais l'homme d'affaires. Je suis d'accord. Il est évident que c'est lui qui a le pouvoir, Donald Trump. Le vrai. Voilà. Pensez la même chose ? Ah oui, le pouvoir, c'est justement le politique, c'est pas du tout l'argent, le financier. Le financier Musk a oublié ça, voilà. C'est ça le problème. Le financier pense que des fois, mais en fait, le vrai pouvoir, c'est le politique. Et d'ailleurs, on voit bien. Mais moi, franchement, que quelqu'un nous demande à nous, fonctionnaires, de nous justifier depuis la semaine dernière nos 5 actes, mais ils vont se rouler. Je veux dire, avant qu'on me demande ça, hors de question. Ah non, c'est hors de question. C'est régalien. Que si on le faisait dans la fonction publique. Mais tu imagines les policiers, mais même des 5 actes, les mecs, ils y passent 10 heures, ils sont payés comme de la zoubia. À des univers. Vous savez que la fonction publique, on n'a pas de salaire, on a un traitement pour service fait. C'est tout ce qui différencie justement entre le privé et le public. Et c'est qu'en fait, nous, on travaille pour l'État. On travaille pour, non pas pour un politique, on travaille pour l'État. Et c'est De Gaulle qui disait que l'État doit être serviteur de la nation, mais la nation dépérit sans État. Donc il faut un État fort. Et c'est ce qu'il avait restauré. Il avait restauré le pouvoir de l'État. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Les gens demandent le pouvoir de l'État. Jean-Christophe Couvi, puisque vous avez la parole. Il faut voir l'état du pouvoir aussi aujourd'hui. Et puis demander à chaque fonctionnaire
de justifier son utilité, ça, ce serait fabuleux. Moi, je vous propose de partir au Cap d'Agde tous les week-ends, parce que dès que vous revenez, Philippe, vous êtes comme ça en flèche, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, allez, un peu Le fait de m'être dépouillé. Un peu de sérieux avec l'arrestation de Mohamed Amra. C'était la nouvelle du week-end et qui nous a fait plaisir parce qu'on a toujours une pensée pour les deux personnes, les deux collègues de la famille, des pénitentiaires qui sont décédés. C'est Fabrice Moello et Arnaud Garcia. Il faut citer leur nom parce que pour moi, c'est des héros aussi du quotidien. Et ils doivent pas, on ne doit pas les oublier. Et en fait, je rends hommage aussi à tous mes collègues de l'Office central parce qu'ils ont travaillé. Il y a à peu près 150 policiers qui sont relayés nuit et jour, les week-ends, les jours fermés. Tout ça, c'est des moments qu'ils n'ont pas passé aussi avec leur famille et leurs enfants pour choper ce mec-là, parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre, et surtout tout le réseau. Et là, on est en train de découvrir qu'on a un réseau criminel pratiquement international. Il y a des gardes à vue qui sont réalisés en Thaïlande, au Maroc, en Espagne. En fait, on se rend compte au fur et à mesure, mais c'est encore une fois, c'est une pieuvre. Et en fait, et on se disait, tiens, c'est un pauvre mec. 24 gardes à vue pour l'instant. Ils sont à 25 là. Bon, il y en a qui ont été relâchés. J'ai écouté un petit peu vite fait le procureur de la République tout à l'heure. Voilà, c'est impressionnant, et surtout, c'est encore une fois, nous, on tire ce signal d'alarme depuis des années en disant attention, le narcotrafic, les narco-États, c'est pas que dans les pays étrangers, ça va être en France. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte vraiment le pouvoir de ces gens-là. Et je peux vous dire qu'on est vraiment qu'au début. Et on va découvrir encore des choses et des choses et des choses. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression d'être dans un film. D'abord, physiquement, le fait qu'il aille et qu'il souhaite se faire de la chirurgie esthétique pour disparaître. Pour après aller en Colombie, etc. En Italie, en réalité. J'ai rarement éprouvé une telle joie judiciaire quand j'ai appris l'arrestation de... J'allais dire, après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va être incarcéré pour de bon ou mis en télétravail comme il l'était à pouvoir gérer ses trafics tranquillement? La vraie question, c'est qu'effectivement, une fois qu'on va, parce que l'enquête est toujours en cours, on interpelle encore, on va encore interpeller, c'est qu'est-ce que ça va devenir après et derrière le jugement. Voilà. Et là, moi, c'est la peine qui sera intéressante. Mais surtout, ce que j'aimerais aussi, c'est que mes collègues qui ont travaillé comme ça nuit et jour, et je vous dis encore une fois, pendant les vacances, etc., j'espère qu'ils vont être reçus aussi à l'Élysée, qu'ils seront tous décorés et qu'il n'y ait pas que les commissaires, les officiers qui seront décorés. Voilà, parce que là, maintenant, tout le monde va se satisfaire du bon fonctionnement des services. C'est aussi une vitrine, la police judiciaire. Mais derrière, je pense aussi aux 5000 officiers de police judiciaire qui manquent en France pour les affaires un peu moins, j'allais dire, VIP que ça. Et il y a des gens qui sont en souffrance parce que, justement, on n'a pas assez d'enquêteurs pour traiter ces affaires. Et ça, c'est le quotidien du policier. La question de savoir si cette fuite va permettre de changer les choses, est-ce que l'histoire nous dira il parle tellement bien, je sais pas. En tout cas, on va tous attendre le jugement et on va tous attendre qu'il prenne perpète minimum. Et une petite peine de sécurité ne me gênerait pas non plus. Qu'il soit seul surtout. Ouais, et puis qu'on arrête de transporter pour des raisons qui sont pas vraiment raisonnables des prisonniers de cette hyper dangereux. Est-ce que c'était fou ce truc? Et les juges se déplaceront ou feront des visios comme tout le monde, comme les entreprises. Ce sera bien pour l'environnement parce que le juge ira à la prison au lieu de déplacer. La visio. Attention, la visio avec pour un juge, moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a toute l'appréhension humaine. Non mais il faut envoyer les juges dans les prisons pour faire les... Qu'on fasse une vision là sur les vrais voies. Je ne pourrais pas voir votre mécontentement, votre enthousiasme, votre volonté de m'aider dans le jeu. Je vois ce que vous voulez dire. Ça s'appelle un aveu de corruption active. Merci Philippe. Vous disiez Cap d'Agde, voilà. J'ai le numéro, c'est bon. Allez, vous restez avec nous. C'est intéressant. Ça va, toi, la bibliothèque. On a connu des prétextes meilleurs. L'actu n'est pas toujours très drôle, donc ça fait du bien de rire un petit peu. Sur une actu un peu plus lourde, dans un instant, les 3 ans de guerre en Ukraine, mais Emmanuel Macron est à Washington pour essayer de convaincre Donald Trump face à un rapprochement russo-américain. Alors vous, est-ce que vous pensez que Trump va prêter attention aux récriminations et aux questions d'Emmanuel Macron? Et à cette question, rencontre avec Trump, la France a-t-elle encore du poids sur la scène internationale? Vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité sera Dominique Simonet, journaliste spécialiste des États-Unis et auteur du livre Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Tempus. Merci d'avoir été avec nous. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h. On se revient, oui, on se revient. Ça va bien aujourd'hui. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous aviez un projet avant 19h, annulez tout, puisque Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité. Ça va la police ? Ça va, ça vient. Oui, ça va. Non, ça c'est le Cap d'Agde. Non, ça c'est le Cap d'Agde. Ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Non, je reviens de congé. Alors moi, je suis frais et dispo, mais j'étais dans le pays catalan. C'est ça, ce coup de soleil sur le crâne. Ouais, pays catalan. Allez. Il y a finalement que Philippe Bilger qui dit la vérité sur le Cap d'Agde, parce qu'entre lui, le pays catalan, le coup de soleil, chez ma sœur, j'étais au psyg de Poléestre, parce que mon beau-frère était gendarme. Vous voyez, c'est une histoire de famille. Dis donc. Il y a trop de précision. Tu sais ce qu'on appelle la fausse vérité. Tu sais, Voltaire disait, pour bien mentir, il faut donner des détails. Il faut pas dire, mais j'ai reçu le coup de fil vers 10h. Non, il faut dire, j'ai reçu le coup de fil à 10h07. Je me souviens bien. C'est ce principe de fausse précision qui masque en fait les vrais mensonges. Voilà, je vous le dis tout de suite. Quoi qu'il en soit, bienvenue à la maison. Sud Radio. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On va continuer de parler d'Emmanuel Macron. Le président français est donc arrivé cette nuit à Washington en portant la fonction d'émissaire du vieux continent. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Emmanuel Macron va surtout se heurter à la rugosité de Donald Trump. La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable. C'est une faute stratégique. Énorme. Parce que les Européens ont compris que derrière une paix en forme de capitulation, pour reprendre les mots du président, se dévoilerait en réalité une menace existentielle pour quelques-uns des pays membres de l'Union européenne. 3 ans de guerre, 3 ans d'invasion russe en Ukraine. Beaucoup de dirigeants se retrouvent à Kiev, mais Emmanuel Macron est à Washington pour rencontrer Donald Trump. Il veut tenter d'infléchir cette position en plein rapprochement russo-américain. Alors parlons vrai. Est-ce qu'à votre avis, la France a du poids pour parler entre le géant américain et le géant russe? Et à cette question, rencontre avec Trump, la France a-t-elle encore du poids sur la scène internationale? Vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Dominique Simonec est avec nous, journaliste spécialiste des États-Unis et auteur du livre Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Tempus. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger. Que la France n'ait plus beaucoup de poids dans la vie internationale, c'est évident, mais il n'empêche que je ne saurais critiquer l'intervention d'Emmanuel Macron sans connaître évidemment la manière dont il pourra convaincre le président américain du caractère pour le moins discutable de certaines de ses initiatives. Françoise l'a souvent dit, Emmanuel Macron, sur le plan de l'Ukraine et de la Russie, en dehors de sa naïveté de l'origine, où il avait été étouffé par Poutine, depuis a fait en quelque sorte un sans faute. Et j'aurais mauvaise grâce à le critiquer dans cette visite, puisqu'il est le seul à tenter quelque chose pour persuader Donald Trump que ça n'est pas possible, ce qu'il dit, ce qu'il a l'intention de faire. Françoise Degois. Oui, écoutez, moi, vous savez très bien que sur ce dossier, j'ai toujours défendu Emmanuel Macron, y compris même dans la volonté au début de dialoguer avec Vladimir Poutine. Et je rejoins Philippe sur l'idée, qui à part lui? C'est-à-dire qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, la réalité c'est que si on veut que ça ne soit pas une paix russe, et si on veut que nos amis ukrainiens sortent au maximum par le haut, eh bien il faut que des gens agissent. Il y a très peu de gens en situation aujourd'hui dans le monde qui sont capables d'agir. Je ne parle même pas de la Chine qui ne veut pas se mêler de ce conflit, mais Giorgia Meloni, bien sûr, qui a à l'oreille de Donald Trump, qui est pro-ukrainienne, mais qui est peut-être plus trumpienne que pro-ukrainienne, donc c'est un sujet. Et il y a Emmanuel Macron. Donc moi, je ne peux pas en vouloir à Emmanuel Macron qui dit « je prends mon risque ». En réalité, il se met à portée de baffe, clairement, de Donald Trump. Il se met dans la position d'échouer. Et d'échouer d'abord en tant que président de la République française, avec toutes les récriminations qu'il y aura, en tant que représentant de l'Europe, parce qu'il est seul, il n'y a pas le Premier ministre britannique qui sera reçu jeudi. Il est là, le représentant de l'Europe. Il prend son risque. On connaît Emmanuel Macron. C'est un aspect de sa personnalité. Il prend son risque. Et j'ai envie de dire, remercions-le. Ça vient de moi, imaginez, quand même. Eh bien, je le remercie de prendre un risque. Parce que
honnêtement, là, j'ai envie de pleurer. La façon dont les choses s'organisent pour la capitulation de l'Ukraine, sans rien, uniquement avec le triomphe de Poutine, eh ben, moi, excusez-moi, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas l'accepter. Jean-Christophe Couvi. Non, mais c'est sûr qu'il faut sortir toujours par le haut, encore une fois, mais en même temps, l'Europe est en train de se faire lâcher par les Américains. Et justement, on a depuis trop longtemps laissé les Américains faire l'arbitre. Depuis trop longtemps, on a mis notre destin dans les bras des Américains. On le voit, aujourd'hui, on est seul. On est seul, pas forcément armé. D'ailleurs, quand on regarde autour de nous, on est fort. La Pologne est forte parce que la Pologne s'est réarmée. La Pologne a plus de... Le but, c'est de ne pas s'en servir. On est d'accord, mais regardez ce que vont faire les Allemands. Les Allemands veulent passer sous le parapluie nucléaire franco-britannique. C'est pas encore fait. Excusez-moi, quand Merz le fait... Non, il en a parlé. Je vous rappelle qu'en 1963, De Gaulle était allé en Allemagne, ils avaient dit c'était le grand rapprochement franco-allemand. Les Américains en dignettes et on est revenu dessus. S'il vous plaît. Écoutez, c'est 63, c'est historique ce qu'a fait Merz hier. Le moment de son élection où il va devenir chancelier, il dit je réfléchis au parapluie. Jamais aucun Allemand n'a fait ça. Il n'a pas le choix. C'est pas qu'il n'a pas le choix. Il réfléchit, ça veut pas dire que c'est fait. Moi, je pense que. Je pense qu'ils n'ont pas le choix puisque les Américains nous lâchent. Donc en fait, on n'a pas le choix. Et quelque part, ils nous mettent une bonne taloche, mais en même temps, ça va peut-être nous réveiller. Ça, je suis et d'accord. se dire en même temps, aujourd'hui, on va reprendre notre destin dans nos mains et justement, on va redevenir des États forts. Parce qu'aujourd'hui, on est que des États de consommateurs. On n'est pas seul, puisque Dominique Simonet est avec nous, journaliste spécialiste des États-Unis, auteur de ce livre Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Tempus. Vous avez entendu nos vraies voix, et vous, est-ce qu'il y a un espace pour vous? Écoutez, oui, je pense que vous avez raison de penser qu'il faut tenter. Il n'y a aucune raison d'en vouloir à Emmanuel Macron de ne pas essayer de tenter quelque chose avec Donald Trump. Après, toute la question est de savoir est-ce qu'il peut réussir, est-ce qu'il va prendre des baffes comme disait Françoise, ou est-ce qu'il va réussir à obtenir quelque chose. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives un peu partout en ce moment. Les chefs d'État européens sont à Kiev. Vous venez de le dire, le Premier ministre britannique va aller aussi voir Donald Trump jeudi, Kaja Kallas qui est la chef de la diplomatie européenne demain. Il y a des résolutions à l'ONU, il y a énormément de choses. Mais c'est vrai que l'Europe est très lourde en tant qu'Union européenne. Elle marche avec des pieds de glaise et elle n'arrive pas bien à faire avec cette nouvelle réalité qui est la rupture, il faut bien le dire, la rupture de l'Alliance Atlantique et le tropisme maintenant, le rapprochement entre ces deux empires américains et russes. Donc Emmanuel Macron, il va se retrouver, il est en train d'ailleurs d'en parler à cette heure-ci, il veut croire qu'il a des relations privilégiées avec Donald Trump. C'est sans doute vrai. Il l'a connu pendant le premier mandat. On a vu qu'il y avait aussi un certain rapprochement entre les deux hommes au moment de Notre-Dame, au moment de la réouverture en décembre. Et il pense peut-être pouvoir être capable d'influencer Donald Trump et de le faire revenir un petit peu dans le camp des démocraties et donc de ne pas lâcher l'Ukraine et d'éviter ce désastre dont vous parlez, c'est-à-dire le dépeçage de l'Ukraine par Poutine et par les États-Unis. Est-ce que je peux rappeler un chiffre juste, Dominique, après je te laisse. On est là, on parle de l'ours russe, etc., de la puissance militaire. La Russie s'est réarmée à l'évidence. Les pays baltes tremblent. D'ailleurs, le Danemark change sa doctrine. Juste une chose, rappeler, ne pas faire la Russie plus grosse qu'elle n'est. La Russie, elle est 10 fois moins puissante que l'Europe. 10 fois moins économiquement, 10 fois moins 10. Elle a 20 fois plus de tech nucléaire que les Anglais et les Français réunis quand même. Je parle de la puissance économique. Non, mais Philippe, il y a ça, mais la réalité de la Russie, la réalité économique, parce que ça commence à secouer à l'intérieur de la Russie, parce que les Russes en ont marre, en fait, de cette guerre qu'ils ne comprennent pas. Dominique, il y a des papiers partout dans la presse internationale là-dessus, sur le fait que vraiment, il y a aussi le problème économique. Alors, ils ont réussi à se relancer économiquement avec l'industrie de l'armement, mais c'est 10 fois moins puissant que l'Europe. Il faut aussi remettre la Russie où elle est. Absolument, mais l'Europe est effectivement... pas un petit truc l'Europe, hein, c'est pas un truc, une petite chose minuscule. Elle doit se montrer
elle doit se montrer à la hauteur. Moi, je me souviens en Californie, quand on va se promener dans les chemins dans le désert, on dit attention aux coyotes. Et ce qu'on doit faire face aux coyotes, il faut se faire grand, se montrer grand. Ah bon, c'est super. L'Europe, elle doit se montrer grande actuellement et montrer qu'elle a de la force, de la puissance économique, évidemment. C'est un sacré paquet de consommateurs, mais aussi sur le plan géopolitique. Les Américains ont besoin de l'Europe. Ils ont besoin de l'Europe à tous les niveaux et ils ne peuvent pas faire sans l'Europe. Donc on a des moyens de pression. On a des moyens de pression. Simplement, il faut qu'ils soient coordonnés. Emmanuel Macron a l'air de vouloir prendre un peu la tête de cet engagement nouveau. Bon, est-ce qu'il peut y arriver? On verra. Mais bon, et après, on est dans une situation tellement inédite et c'est une question d'évaluation de la menace et aussi d'évaluation de ce dont on est capable. Est-ce que le verre d'eau il est à moitié plein là? Est-ce qu'on est pessimiste ou optimiste? Il est sûr qu'il faut que l'Europe se mobilise et qu'elle aille très 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 vite. On ne va pas constituer une Europe de la défense en 5 minutes, mais on peut quand même avoir un certain nombre de propositions, d'éléments. Je crois que c'est d'ailleurs ce que le président de la République est en train de proposer à Donald Trump, des forces de sécurité avec qui pourrait se substituer un peu après un cessez-le-feu et de garantir la souveraineté de l'Ukraine, mais avec les États-Unis. Ça ne peut pas se faire sans les renseignements des États-Unis, sans la logistique aérienne des États-Unis, sans toute l'interopérabilité qu'il y a entre les différentes armées au sein de l'OTAN. Donc tout ça est absolument essentiel. Je pense que ça peut encore se négocier, ça doit pouvoir se négocier. Après, à chacun de mesurer la détermination de Donald Trump. On a vu que J.D. Vance, quand même, faisait une leçon assez rude aux Européens. Donc, quelle est la part de détermination idéologique anti-européenne? Ça reste encore à voir. Mais rien n'est fait et tout peut encore se dérouler. Françoise, même si toutefois Emmanuel Macron ne gagnait pas cette bataille, on ne pourrait pas lui reprocher en fait. Non, je crois pas qu'on peut faire le moindre reproche à Emmanuel Macron. Pardon, à votre avis, est-ce que l'extrême difficulté d'un échange avec Donald Trump de la part d'Emmanuel Macron, c'est que le premier peut-être est moins sensible à des arguments politiques qu'à des données purement psychologiques? Est-ce qu'au fond, il va pas falloir davantage flatter sa vanité que démontrer des réalités politiques? En 1 minute, s'il vous plaît, Dominique Simonet. Oui, non, c'est effectivement le pari d'Emmanuel Macron. C'est très bien vu par Philippe Bilger, c'est exactement ça. Il pense qu'il a une possibilité, un petit interstice pour jouer la psychologie avec Donald Trump, lui parler d'homme à homme, lui taper dans le dos et dire bon, écoute, Donald, on va quand même pas aller au désastre. Il faut qu'on trouve une solution. Je pense qu'il est dans cet état d'esprit. Est-ce qu'il peut réussir? C'est pas impossible, en tout cas peut-être d'infléchir un petit peu la position de Donald Trump, sachant que c'est un homme quand même très influençable. Après, tout reste à évaluer les liens que Donald Trump a avec la Russie et jusqu'où il est capable d'aller. Ça, c'est une vraie question, mais je pense que personne n'a la réponse. Suite au prochain épisode. Merci beaucoup, Dominique Simonet, d'avoir eu la gentillesse. Sylvie tient ses promesses. En 1 minute, il fait 47 secondes. Voilà, c'est ça. Vous auriez pu parler 3 secondes de plus, mais bon, voilà. Je peux vous dire au revoir en 3 secondes. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, journaliste spécialiste des États-Unis et auteur de ce livre Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Tempus. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, Dominique Simonet. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi. Dans un instant, on va parler citoyenneté avec Philippe David et ses invités. Avec une émission spéciale. On n'a pas Aurélie Gros et Stéphane Pellet ce soir. On va faire une émission spéciale agriculture avec des personnalités du monde agricole en amont, en aval, qui vont tout nous raconter du monde agricole. Alors vive les veaux, les vaches, les cochons et les couvées. Si avec ça, il n'y a pas un saucisson, j'y comprends rien. Si. Voilà, je me disais aussi. Allez, j'en profite pour vous dire que le 27, on sera en direct avec Philippe David et toute l'équipe du Salon de l'Agriculture chez les vignerons indépendants. Allez, à Hall 2.3, stand B061. Et ils auraient bien retenu, vous avez raison. Et on se retrouve demain à 17h. Merci à notre équipe formidable. Bisous, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.